Alors, le cadrage de cette table ronde, finalement, va s'organiser en trois temps, hein. Dans un premier temps, nous allons ensemble nous interroger sur l'évolution finalement de la réflexion de la RSE dans le champ des sciences de gestion, les grands tournants qui ont marqué finalement cette réflexion, ainsi que l'actualité de la RSE aujourd'hui dans les sciences de gestion. Et nous demanderons aussi aux représentants donc, des deux banques coopératives quels ont été les événements ou les grandes inflexions qui ont transformer la réflexion RSE dans leurs organisations respectives. Ensuite, dans un deuxième temps, on rentrera dans le vif du sujet et effectivement, on s'interrogera et on interrogera les représentants des banques coopératives pour savoir dans quelle mesure le modèle coopératif trouve sa manifestation dans l'élaboration, la formulation des stratégies RSE de ces organisations. Et je demanderai aussi eh bien, au monde académique de réagir et pour savoir finalement dans quelle mesure on peut parler d'une spécificité, hein, au niveau de la RSE coopérative. Enfin, dans un troisième temps, on s'intéressera finalement à ce qui est aussi aujourd'hui fondamental. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé du terme de révision coopérative, ce qui est quand même un concept tout à fait neuf. La question qui est posée, c'est comment mesure-t-on finalement eh bien, le surplus social, la valeur sociale qui peut être créée au travers justement eh bien, l'infusion au plus près de l'action, au plus près d'une éthique de l'action, des valeurs coopératives au niveau d'un territoire. Et effectivement, on verra que à la fois les caisses d'épargne, à la fois les banques populaires ont mis en place aujourd'hui des méthodologies de mesure et d'évaluation qui sont relativement avancées et tout à fait intéressantes, en tout cas à discuter, ce que l'on fera aussi en organisant un dialogue avec le monde académique. Alors, il est maintenant temps de commencer le premier temps de cette table ronde et je vais m'adresser au professeur José Alouche et notamment au travers de deux questions. La première, c'est que le secteur bancaire a été ébranlé par la crise de 2008, on a entendu parler. Cette crise de 2008 a montré au public finalement les risques inconsidérés qui pouvaient être pris par une forme de court-termisme dans la prise de décision, par les dangers que constitue la financiarisation de l'économie. Et la question, c'est dans quelle mesure, finalement, cette crise de 2008 a transformé un petit peu la réflexion sur la RSE dans les organisations, y compris dans le secteur bancaire. Et plus largement, quelles sont, selon vous, les grandes étapes qui ont marqué eh bien, l'évolution de la réflexion de la RSE dans le champ des sciences de gestion? Merci Damien. Si tu le permets, je vais inverser les réponses par rapport à l'ordre des questions posées. La RSE est, à l'échelle de l'histoire de la pensée économique et managériale, un thème relativement nouveau. Si on s'intéresse, si on se focalise sur la littérature académique, c'est-à-dire l'ensemble des publications qui ont été publiées depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, que peut-on observer? On va prendre 4 points de repère. 1987, la publication du rapport Brundtland, qui est un peu le démarrage d'une réflexion diffusée sur la RSE. Ensuite, nous avons 1992, le premier sommet de Rio, 2012, le sommet de Johannesburg, et 2012, le deuxième sommet de Rio. Si on prend ces 4 points de repère et qu'on applique cette grille à l'analyse des articles publiés, et je vais vous livrer là les résultats d'une étude non encore publiée, d'une étude bibliométrique non encore publiée. On peut isoler 1271 articles consacrés à la RSE et la performance. C'est-à-dire que c'est un échantillon exhaustif. Ces 1271 articles, sur une période correspondant aux 4 points de repère que je vous ai indiqués, donnent le sens, les axes de la réflexion menée sur le sujet. En fait, les premiers articles liés à RSE et performance n'apparaissent pas dans la période 87-92. Aucun article.
Ensuite, à partir de 92 et jusqu'en 2012, sur une période de 10 ans, simplement 23 articles, c'est-à-dire à peine un peu plus que 2 articles par an. Quand ensuite on regarde 2012, donc aucun article entre 87 et 92, 23 articles entre 93 et 2012, nous passons ensuite à 580 articles entre 2002 et 2012, 2003 et 2012. Et ensuite, nous sommes à plus de 600 articles pour les simples 3 dernières années, 2013, 2014, 2015. Une simple analyse de publication annuelle moyenne, on passe de 0 dans la première période à 2 dans la deuxième période, à 58 dans la troisième période et à 221 par an dans la quatrième période. Donc on voit bien un mouvement quasi exponentiel de publications académiques liées à la RSE. Ces publications, nous pouvons les analyser par rapport aux auteurs les plus souvent mobilisés par les chercheurs à l'appui de leur analyse. On peut aussi les mobiliser par rapport aux principaux axes qui ont été mis en valeur par ces publications. Alors les auteurs, c'est les auteurs classiques. L'article le plus souvent cité, c'est l'article Livre de Freeman de 1984 consacré aux parties prenantes. Et puis nous avons dans l'ordre des 5 articles les plus souvent cités, nous avons Hart, nous avons Porter, nous avons Orlitsky et nous avons Margolis. C'est-à-dire des auteurs qui structurent le champ d'analyse consacré à la RSE. 3 axes sur la période observée permettent de classer ces articles. On a un axe principal lié à l'utilisation de la théorie par les ressources qui s'impose. Un deuxième axe, c'est celui consacré aux relations entre les pratiques de RSE et la performance financière. Et un troisième axe, plus récent, qui émerge de manière forte dans les 3 dernières années, c'est l'utilisation de la théorie néo-institutionnelle qui s'impose comme axe principal. Au total, et pour répondre à la deuxième question, je n'ai pas réussi à faire apparaître de manière significative d'analyse liée à l'effet de la crise financière de 2007-2008 sur les pratiques de RSE. Merci José. Alors Aurélien, par rapport à ce qui vient d'être dit et dans le prolongement de ce que José a analysé, quelles sont aujourd'hui, selon vous, l'actualité finalement de la RSE en quels termes se pose-t-elle? Oui, alors peut-être pour commencer, j'aimerais apporter quelques compléments en fait à l'éclairage historique qu'a proposé le professeur Alouche. Alors, je crois que José, vous êtes parti spécifiquement de ces études qui étudient les liens entre performance financière et pratiques de RSE ou de développement durable. En fait, la notion de RSE, de Corporate Social Responsibility en Angleterre, s'inscrit dans une histoire longue. Et en fait, elle remonte à l'apparition de la grande entreprise en elle-même et elle est liée à la question de la légitimité de cette nouvelle forme organisationnelle qui est la grande entreprise managériale au moment où elle émerge, en fait, où elle devient un acteur dominant du capitalisme vers la fin du 19e siècle et le début du 20e, en fait. C'est à ce moment-là qu'apparaît la notion dans les discours des dirigeants et qu'ensuite elle va devenir un objet académique au cours de la première partie du 20e siècle, quoi. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette notion-là s'est beaucoup transformée. Et je dirais que ce qu'a montré en fait le professeur Alouche, c'est que notamment un des éléments récents très forts, c'est
la préoccupation d'articuler la question de la RSE avec la question de la création de valeur économique et financière en fait. Mais je dirais que ça fait aussi peut-être écho aux pratiques elles-mêmes. C'est-à-dire que derrière ces démarches de RSE, il y a eu une évolution de démarches assez philanthropiques au départ, vers des démarches qui sont plus intégrées à la stratégie, à la création de valeur financière et économique. Et notamment, je pense qu'au sein des banques, enfin, on va peut-être avoir des illustrations, mais je pense qu'un des grands éléments au cours de cette dernière décennie, ça a été la montée en puissance de l'investissement socialement responsable, de l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les choix d'investissement. Et donc l'idée de dire on ne fait pas seulement de la philanthropie, mais on intègre en fait au cœur de nos processus ces questions-là, quoi. Et puis un deuxième axe aussi, mais je pense que vous allez le développer, c'est comment la banque peut jouer un rôle de prescripteur très important dans les pratiques qui se déploient dans l'environnement en favorisant des projets d'insertion professionnelle, des projets plus efficaces d'un point de vue environnemental, social, etc. Et ça, je pense, ça résume bien l'évolution aussi de cette notion dans les organisations dont on parle aujourd'hui, mais on va sans doute en avoir plusieurs illustrations. Et alors, sur l'actualité de la notion, vous aviez pointé du doigt la norme ISO 26000. Oui, tout à fait. Alors, je sais pas, je suis curieux d'avoir l'expérience en fait de nos partenaires professionnels là. Mais pour moi, alors ISO 26000, c'est une innovation très clairement dans l'univers des normes, parce que en fait d'ailleurs il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques années par Capron, Kerel et Turcotte qui s'intitule la norme ISO 26000, une norme hors norme. Et je pense que c'est un bon qualificatif sur cette norme-là, parce que c'est une norme tout à fait innovante du point de vue de l'ISO, puisque c'est une norme en fait qui touche à un sujet qui est assez politique en fait, alors que les normes précédentes de l'ISO étaient des normes plutôt techniques et managériales. Là, il s'agit de définir ce que c'est que la RSE, ses champs d'application et la manière dont on peut la déployer dans l'organisation. Alors, peut-être c'est pas une norme sur la responsabilité sociale de l'entreprise, mais la responsabilité sociale des organisations. Et là, il y a peut-être aussi un point d'inflexion important, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à autre chose que l'entreprise capitaliste classique, quoi. Et donc, sur cet aspect-là aussi, il y a eu l'ISO 26000 est venu un peu reconfigurer le paysage en disant on ouvre la porte à la réflexion de la responsabilité sociale d'autres types d'organisations que l'organisation capitaliste classique, quoi. Ceci étant dit, je terminerai juste en disant que pour moi, la norme ISO 26000, c'est beaucoup une norme qui s'intéresse aux grands groupes mondiaux, quoi, et qui se pose comme question clé la question de la régulation de la grande entreprise mondialisée en lien avec ses parties prenantes, envers la manière dont les entreprises devraient intégrer les grandes normes internationales en matière de respect du droit du travail, des travailleurs, etc. Et du coup, je pense que la première cible n'est pas des structures mutualistes ou des structures coopératives dans le secteur bancaire, même si évidemment ces structures-là peuvent les utiliser. Et du coup, je pense que ce qui est important aussi, c'est de passer la parole aux partenaires que vous avez invités aujourd'hui pour voir comment eux se sont emparés de cette norme-là. Est-ce qu'elle est venue requalifier des choses ou pas? Alors c'est justement ce qu'on va faire dès maintenant. Je vais m'empresser de donner la parole à Perrine et à Laurent pour avoir un peu votre regard sur l'évolution de la manière dont vous pensez la RSE au sein de votre entreprise, et puis effectivement sur cette norme ISO 26000, qu'est-ce que ça a changé, et la crise de 2008, qu'est-ce que ça a changé dans vos propres banques coopératives. Qui veut commencer? Bonjour à tous. Alors pour répondre à ce que vous disiez, effectivement, nous on a perçu la RSE comme un concept relativement récent, et pendant de nombreuses années, on ne s'est pas vraiment senti concerné, en tout cas au niveau de l'histoire des caisses d'épargne. Si on essaie de faire un peu la généalogie de notre politique RSE, on ne s'est pas senti concerné au démarrage et à l'émergence de ce concept-là, parce qu'on s'appuyait sur notre propre référentiel de valeur, notre propre référentiel de mission, en langage caisse d'épargne, avec une culture très puissante de l'engagement dans la société. Ça remonte à la création de la caisse d'épargne en 1818 par deux philanthropes, et à ce moment-là, la philanthropie n'était pas quelque chose d'accessoire, c'était vraiment la mission centrale des caisses d'épargne, c'était de donner accès à l'épargne, d'enseigner les vertus de la prévoyance pour des populations qui n'avaient pas de système d'État-providence, etc. Donc la mission première des caisses d'épargne, quand elles ont été créées, c'était une mission philanthropique.
Ensuite, cette mission-là a évolué au 19e siècle, au 20e siècle, et puis nous sommes devenus une banque de plein exercice. En 1999, les caisses d'épargne sont devenues des banques coopératives, donc nous sommes de jeunes coopératives. Et donc on s'appuyait sur ce socle de valeurs, sur les fondateurs, sur les valeurs coopératives et sur cette mission sociétale très forte, même dans la culture des collaborateurs de la caisse d'épargne pendant des années. Donc ce concept de RSE, au démarrage, a vraiment été perçu comme quelque chose qui venait des grandes entreprises multinationales en recherche de légitimité, etc. Sauf que la RSE s'est peu à peu institutionnalisée et rentrée dans la réglementation, avec par exemple, voilà, c'est très, très concret, mais c'est les obligations de reporting RSE. Quand on doit se mettre au filtre de ces critères-là, qu'on ne rentre pas forcément dans ce qui a été prévu parce que ça ne vient pas forcément de notre culture, petit à petit, on a dû s'adapter et s'approprier ce référentiel. Et donc aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on a une démarche de RSE, mais voilà, qu'on a dû appliquer, sachant qu'elle ne venait pas directement. Donc je dirais qu'on a à la fois pris le train un peu en retard, et en même temps on l'avait déjà pris en avance, puisqu'on avait des pratiques de responsabilité depuis quand même plus d'un siècle. En revanche, je dirais quand même qu'on a parfois entendu dire que la RSE c'est dans notre ADN, etc. Je pense que les démarches de RSE ont apporté quand même une nouveauté par rapport à l'histoire de notre engagement, parce que déjà ça touchait l'ensemble des domaines, et la norme ISO 26000 pour ça a été assez utile, parce qu'elle donne une méthode, et une méthode exhaustive sur l'ensemble des domaines de la RSE. Donc ça va de la politique de ressources humaines, l'engagement dans les communautés, mais également ce qu'on fait en matière de produits et services. Et donc nous on l'a appliqué en interne pour définir notre politique RSE, et ça nous a permis d'avoir une approche peut-être plus équilibrée de notre démarche de RSE, qui avant était vraiment très centrée sur notre engagement dans les communautés. Voilà, ce qu'on peut appeler une politique de mécénat, mais voilà, c'était vraiment très centré sur l'engagement dans les communautés, donc on a une approche plus équilibrée. Donc voilà, je dirais la politique de RSE, le concept de RSE plus récent nous a apporté une vision un peu différente des choses, mais néanmoins, c'est assis sur vraiment une tradition, une culture et une histoire très forte d'engagement dans la société. Merci Perrine. Laurent ? Oui, alors, donc au niveau des banques populaires, en fait, il y a eu un impact assez important par rapport à la crise financière, puisque ça a fait la création du groupe BPCE. Donc le groupe BPCE, c'est donc la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne qui se sont mariées. Donc ça, c'était en 2009. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, et c'est ça qui a été un élément, on va dire, de stabilisation après pour le groupe. Et c'est vrai que les banques populaires, donc on est co-actionnaire de BPCE, et donc Michel l'a présenté ce matin, donc avec les caisses d'épargne. Donc c'est vrai que nous, on a 13 banques régionales et 2 banques qui sont à couverture nationale. Donc le Crédit Coopératif, qui est une banque qui est dédiée à l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et la CASDEN, qui est la banque de la fonction publique. On va plutôt s'intéresser aux 13 banques régionales qui sont vraiment le cœur du métier, sur lequel nous, on essaye d'appliquer une politique commune, une RSE coopérative pour l'ensemble du réseau, sachant que le Crédit Coopératif et la CASDEN ont quand même un ADN un peu spécifique. Donc c'est vrai que nous, on a 4,1 millions de sociétaires, ça représente 45% de nos clients. Mais en fait, Banque Populaire n'est pas perçue comme une banque coopérative. Quand on fait un sondage, on dit Banque Populaire, bah oui, vous êtes à peu près à 30% un groupe coopératif. Contrairement au Crédit Mutuel, un Crédit Mutuel, tout de suite, vous dites, bah oui, Crédit Mutuel, c'est un groupe coopératif perçu à plus de 50 ou 60% par l'ensemble des clients. Donc c'est vrai que, et pourtant, nous, on est très actifs historiquement sur ce segment. Par exemple, on est un partenaire important de l'ADI, enfin on est le premier partenaire de l'ADI, on fête les 20 ans du partenariat avec l'ADI cette année. On est le refinanceur de l'ADI à plus de 27% en fait de l'activité de cette association. Et donc, après la crise financière, on a voulu reprendre un peu le dialogue sur cette partie de RSE coopérative, et donc on a créé un outil qui s'appelle le dividende coopératif et RSE. Vous avez des exemplaires qui sont disponibles à l'entrée, mais on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des méthodes de valorisation. Et cet outil est vraiment unique dans le secteur bancaire, en fait. C'est de l'innovation sociétale. Enfin, nous, on considère que c'est de l'innovation sociétale. L'innovation, c'est l'ADN des banques populaires. Depuis toujours, elles ont été assez innovantes vis-à-vis des produits et de l'organisation. Et c'est vrai que ce dividende coopératif et RSE, donc, il mesure l'engagement, l'investissement des banques populaires sur leur territoire à travers plus de 2500 actions.
Mais bon, c'est pas si facile que ça à expliquer. Mais ça a créé une dynamique et un ensemble d'éléments qui permettent aux banques de se retrouver dans leur ADN coopératif. Et donc cette année aussi, en 2017, on a décidé aussi de reprendre la parole sur l'aspect coopératif et donc dans une démarche de valoriser notre différence coopérative. On pense que demain, ce sera vraiment un élément très important. Les produits et services sont banalisés, le parcours client est à peu près tout le monde le même. Par contre, les valeurs, elles resteront vraiment un élément de différenciation et de valorisation de la marque. Et donc, on va organiser au mois de novembre une semaine pendant le mois de l'ESS, donc le mois de l'économie sociale et solidaire, fête de la coopération. Donc, fête de la coopération, c'est faire, du verbe faire, mais aussi amusez-vous. Donc voilà, donc toutes les banques populaires vont faire un certain nombre d'actions pendant cette semaine-là pour parler de coopération. C'est un événement qu'on veut reproduire d'année en année. On espère que la chaire 2018 aura lieu pendant cette semaine-là. Hein, comme ça, on pourra aussi parler de coopération à ce moment-là. Et en termes d'innovation, on veut aussi lancer un coopératon. Donc le coopératon, c'est un hackathon sociétal. Voilà, donc l'idée, c'est parler de la coopération avec nos clients et nos sociétaires. J'ai bien entendu le message pour l'année prochaine, hein. Il n'y a pas de souci, parce que je pense effectivement vous vous engagez dans une démarche donc, de communication beaucoup plus active en fait, par rapport aux activités justement de RSE que vous engagez, puisqu'il y avait peut-être effectivement pour en tout cas les banques populaires un déficit de notoriété dans ce domaine-là. Alors ma question maintenant, elle est plutôt de revenir un peu sur le fond, c'est-à-dire sur la manière dont se manifeste très concrètement votre approche RSE que vous appelez une approche RSE coopérative. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes, par exemple, de formulation d'objectifs, en termes de gestion stratégique de cette RSE, en termes de pratiques qui vont être déclinées et incarnées au plus près de l'action, c'est-à-dire d'action de proximité, hein, puisque quand on parle des valeurs coopératives, on parle de proximité avec le terrain, on parle de prise en compte des parties prenantes, on parle de production d'un service pour les sociétaires. Et donc, nécessairement, on peut imaginer que cela se traduise très concrètement par des pratiques managériales et organisationnelles qui soient spécifiques. Alors, comment est-ce que vous voyez un petit peu la spécificité de votre approche RSE? Eh bien, c'est la deuxième question que je vais vous poser. Je ne sais pas si c'est Perrine ou Laurent qui souhaitent commencer à y répondre. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, on est vraiment convaincu qu'il y a une vraie différence coopérative dans la mise en œuvre d'une politique RSE. Alors, les caisses d'épargne, c'est 16 banques coopératives régionales, donc on couvre l'ensemble du territoire, 4200 agences. On a ce maillage très fort qui fait qu'on est vraiment en proximité avec le territoire, avec nos clients, donc plus de 20 millions de clients, principalement des particuliers. Quand on met en œuvre notre politique de RSE, elle se met en œuvre vraiment de manière diffuse, c'est-à-dire pas avec quelques grands projets nationaux comme peuvent faire d'autres entreprises, mais c'est vraiment au plus près des territoires qu'elle se met en œuvre. Alors certes, ça passe déjà par notre activité de financement de l'économie, donc financement par exemple de l'économie sociale, du secteur public. Alors on peut... Pour des grandes entreprises internationales, ça apparaît comme de la RSE. Pour nous, c'est notre métier, c'est notre manière de financer l'économie, la cohésion sur les territoires. Ensuite, si on regarde certains projets un peu plus spécifiques, je pense notamment au microcrédit, là aussi, on se rend compte qu'une banque coopérative comme la Caisse d'épargne est capable d'aller proposer des produits très spécifiques à des clients qui sont en dehors du radar de la plupart en tout cas des banques non coopératives. Ce microcrédit, il est à la fois pour les personnes qui ont un projet de vie, c'est le microcrédit personnel, mais également pour les entrepreneurs avec le microcrédit professionnel. Pour vous donner une petite idée, sur notre activité de microcrédit, on a 70 conseillers dédiés et 700 partenaires. 700 partenaires pour faire vivre un dispositif, il faut vraiment être sur le territoire, connaître les acteurs locaux, être en capacité de les rencontrer et de s'inscrire sur le long terme. Et cette action-là, une banque coopérative est en capacité de le faire. C'est beaucoup moins le cas d'une banque qui n'est pas coopérative, qui n'a pas forcément cette patience de monter des partenariats qui peuvent mettre 1 an ou 2 ans à vraiment être efficaces. Donc on a aujourd'hui sur le microcrédit près de 5000 microcrédits personnels que l'on octroie par an et environ 3000 microcrédits professionnels, vraiment à des personnes qui en ont besoin.
Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de cette spécificité coopérative de notre démarche de RSE, ça sera l'implication des administrateurs. Donc on a voilà, 3200 administrateurs à peu près, donc les représentants des clients sociétaires, et ils sont étroitement associés à notre démarche de RSE. Ça va être par exemple dans la mise en œuvre de notre politique de mécénat, via les comités de sélection des projets de solidarité qu'on va soutenir sur le territoire. Pour la plupart, sont composés d'administrateurs qui sont comme des ambassadeurs de la Caisse d'épargne, qui peuvent aussi repérer des projets sur le territoire qui sont intéressants pour les proposer et qui vont aller jusqu'au suivi et voir l'évaluation de ces projets. Donc on implique très fortement nos administrateurs dans la mise en œuvre de cette politique-là. Et là aussi, c'est une spécificité de notre démarche, de notre identité coopérative. Merci. Laurent, est-ce que vous avez aussi des exemples concrets? Oui, je pense aussi c'est intéressant peut-être de mentionner que nos concurrents aussi vont sur le sujet de la RSE. Hein. Donc les groupes capitalistes, BNP Paribas, Société Générale, parlent beaucoup de RSE. Alors j'ai envie de dire, eux, ils parlent de RSE par rapport à la notation extra-financière. C'est vraiment leur focus. Donc ils s'adressent aux agences de notation extra-financière, tout ça pour des problématiques de refinancement. Et donc ils communiquent beaucoup sur ce sujet-là, mais ils agissent pas beaucoup sur le territoire. Et je pense que c'est vraiment la différence entre les groupes capitalistes, on va dire, et les groupes coopératifs. Nous, on s'adresse bien sûr aux agences de notation extra-financière, on n'a pas le choix, hein, parce qu'il faut bien qu'on fasse marcher notre refinancement. Mais c'est vrai que nous, on a une particularité régionale qui est très importante, et donc cette RSE territoriale qui effectivement est dans notre ADN. Alors, il y a la gouvernance, on en a parlé, Michel en a parlé ce matin aussi avec les banques populaires. Alors j'ai vérifié, hein, les administrateurs banques populaires, ils ont en moyenne d'âge 60 ans. Bon. Et c'est en train de baisser, puisque ça se renouvelle au fil de l'eau. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui arrivent qui ont entre 40 et 50 ans. Donc c'est vrai qu'on abaisse aussi la moyenne d'âge au niveau des administrateurs du réseau. Et donc ça nous permet d'animer cette coopérative. Cette RSE coopérative. Un autre élément, je pense aussi, qui est important, c'est Caisse des Jardins, ils envisagent d'avoir 200 caisses à la fin de l'année. Nous, on a 13 banques régionales. Ça diminue d'année en année. Il y a eu 2 fusions l'année dernière. Il y en a une en cours. Tout ça pour être... d'abord à cause de contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes, mais aussi pour mieux accompagner nos clients. Le fait d'avoir une taille plus importante, une taille critique, comme on dit, ça permet aussi de mieux pouvoir servir nos clients. Entreprises, hein, surtout dans l'ADN des banques populaires. Et en fait, nous, on fait très attention d'un point de vue managérial et organisationnel à l'accompagnement des collaborateurs, parce qu'il faut leur proposer des postes, il faut leur proposer une transformation de leur activité. On conserve les sièges sociaux. Bien sûr, il faut réorienter les activités, mais je pense que ça fait partie de l'ADN de nos banques de tenir compte de ce genre de situation vis-à-vis de nos collaborateurs. Après, donc nous, on a beaucoup d'actions sur le territoire, notamment via la Fondation Banque Populaire. C'est la plus vieille fondation d'entreprise, elle a plus de 25 ans. Et c'est une fondation qui est particulière parce qu'elle finance des projets de vie. Donc elle a 3 axes particuliers, que sont le handicap, l'artisanat d'art, donc l'ADN des banques populaires, l'entrepreneuriat, et, j'ai un trou, la musique. Merci. Et puis après, on a toute une politique de mécénat et partenariat qu'on anime nous au niveau de la Fédération des banques populaires, mais qu'on relaie après à travers les banques régionales. Et c'est comme ça qu'on travaille avec la chaire sur un certain nombre de projets de recherche. Et alors, juste au niveau le plus local, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de vos collaborateurs qui sont en agence sur un territoire, comment est-ce que vous voyez la manière dont s'incarne, se pratique justement l'exercice du métier par rapport justement à vos objectifs de RSE? Est-ce que vous avez, est-ce que vos relais finalement de cette démarche RSE, est-ce qu'ils se trouvent bien à ce niveau-là? Et si oui, comment faites-vous pour entraîner cette dynamique, hein, d'une forme d'éthique de l'action qui repose sur ces valeurs partagées? Alors peut-être au niveau du réseau Banque Populaire, donc le projet qu'on mène cette année pour valoriser notre différence coopérative, on a constaté que 30% de nos collaborateurs étaient sociétaires. En fait, ce qui est relativement faible. Étant donné que ce sont les premiers ambassadeurs de notre modèle, c'est là où donc nous, c'est en interne, où on a quand même un gros travail à faire. Et cette année, c'est vrai que durant cette fête de la coopération, on s'adresse d'abord à nos collaborateurs pour essayer de les embarquer. Mais après, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans des actions d'animation du sociétariat, dans un certain nombre de choses comme ça. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont repris dans le bilan coopératif. Je pense que je ne vais pas les détailler parce que ça peut prendre du temps. Mais voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par les collaborateurs par rapport au modèle coopératif.
Oui, je dirais là-dessus que c'est effectivement une difficulté que l'on peut rencontrer parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre RSE s'est d'abord beaucoup focalisé sur l'engagement qu'on avait dans nos communautés. Et donc, ce n'était pas forcément directement en agence que se manifestait cette démarche d'engagement. En revanche, aujourd'hui, on multiplie justement les actions auprès des collaborateurs pour les impliquer, pour les sensibiliser. Beaucoup ont déjà cette culture-là, hein, voilà, on s'appuie sur ça. Ça prend différentes formes. L'une des formes, par exemple, c'est d'organiser des semaines de la solidarité. Alors, on a aujourd'hui 6 caisses épargne qui l'organisent. C'est pendant une semaine, les collaborateurs sont invités à participer à des projets de solidarité dans des associations. Et c'est une manière d'incarner et de faire vivre le fait que c'est important pour l'entreprise d'avoir ces valeurs-là de solidarité, que ce n'est pas juste un mot, c'est un engagement concret. Mais ça peut prendre pas mal d'autres formes sur... par exemple, des appels à projets sur des projets de solidarité qui sont destinés à des collaborateurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un levier de progression sur, par exemple, l'accueil des nouveaux entrants, sur la sensibilisation, sur des opérations d'implication ponctuelles, pour vraiment faire transparaître cette culture-là auprès de l'ensemble des collaborateurs. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Aurélien et vers José. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être expliqué par rapport à cette démarche RSE? En quoi est-ce que vous trouvez que l'approche RSE coopérative est spécifique et originale par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres secteurs économiques ou dans le secteur bancaire en général? Qui veut commencer à répondre? Merci, José. Je suis très sensible à ce que j'ai entendu de nos deux partenaires professionnels, mais en même temps, je vois apparaître une zone d'ombre que vous n'avez pas éclaircie. De la même manière que l'on peut dire que le capitalisme français est un capitalisme sans capital, en vous écoutant, j'ai l'impression que vos pratiques de responsabilité sociale sont des pratiques sans social. J'ai entendu parler d'une ouverture vers les sociétaires, comment mieux engager les sociétaires. J'ai entendu parler d'un effort vers les communautés défavorisées. Je n'ai rien entendu sur vos pratiques de RSE tournées vers vos salariés, vers vos collaborateurs. Je pense qu'on pourrait imaginer que dans le cadre coopératif, la dimension sociale tournée, focalisée sur la gestion des ressources humaines internes, soit un élément important de vos pratiques de RSE. Or, je ne vous ai pas entendu sur ce plan. Alors, avant de vous donner la parole, je laisse Aurélien réagir, et puis je vous redonnerai la parole. Alors, moi, c'est une observation un peu plus générale, en fait. Je pense que la question de la spécificité de la RSE dans des organisations mutualistes, coopératives, etc., c'est une question qui est excellente et qui est vraiment pas facile parce que si on regarde la manière dont les banques classiques se sont appropriées la RSE, aujourd'hui, il y a eu un énorme mouvement de professionnalisation de la RSE dans les banques, c'est-à-dire que nous, à l'ESCP, on a des étudiants archi-brillants qui partent faire de l'analyse extra-financière au sein de la Caisse des dépôts, chez Amundi, qui sont recrutés au UNPRI, donc les principes d'investissement responsable mis en place par l'ONU. Alors, c'est plus du tout une question alternative. Et donc, il y a un mouvement de professionnalisation très fort dans les banques classiques. Et d'après moi, il y a un énorme risque que ça vienne banaliser en fait l'image des coopératives financières. En gros, je pense qu'aujourd'hui, par ces démarches-là, le message aussi qu'essaye d'envoyer la banque classique, c'est de montrer qu'elle a un ancrage social, qu'elle est capable d'intégrer des enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Et de l'autre côté, on a un secteur qui est celui du secteur coopératif et mutualiste, qui lui s'est considérablement normalisé, je pense. C'est-à-dire que vous le disiez tout à l'heure, les clients ne perçoivent pas la spécificité du modèle mutualiste ou coopératif dans le secteur bancaire. Et puis on a presque, même je pense, un problème de positionnement qui est que ces organisations-là peuvent sembler assez traditionnelles, quoi, finalement.
et moins moderne en fait que les banques dont on vient de parler. Et donc d'après moi, l'énorme défi que vous avez, c'est d'arriver à réaffirmer la différence de nature entre vos organisations mutualistes, en fait, qui sont des organisations hybrides, c'est-à-dire qui, en fait, mélangent des logiques qui sont à la fois de l'ordre du capitaliste, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, j'ai l'impression que la dynamique de l'histoire, pour vous, ça a été plutôt de vous normaliser, alors pour des raisons qui sont à la fois internes et aussi liées à la régulation, peut-être, hein, mais ça a été de vous normaliser, de vous rapprocher de la banque, alors qu'au contraire, je pense que l'énorme enjeu pour vous, c'est d'affirmer votre spécificité, votre identité, de la revendiquer et de dépoussiérer le modèle. Et de dépoussiérer aussi ce qui fait l'originalité du modèle historique. Et par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure dans la première table ronde, je trouvais que la manière dont les caisses Desjardins essayent aujourd'hui de revoir, de réactualiser leur modèle historique est extrêmement intéressante. L'idée de dire les jeunes administrateurs, par exemple, c'est une manière de scénariser aussi la démocratie interne que vous essayez de construire au niveau des administrateurs et de faire en sorte que ce ne soit pas le Sénat, quoi. En fait, qu'on ait une... Et je pense qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui à réaffirmer la spécificité du modèle tout en le dépoussiérant un petit peu. Voilà. Alors, face à ces grands mots, dépoussiérés, manque de modernité, absence de réflexion sur la dimension sociale... J'ai voulu mettre un peu le feu aux poudres parce que tout à l'heure, il y avait vraiment de l'ambiance. En plus, la personne était assise ici. Je pense que c'est bien de... J'avais le droit de réponse parce que je pense que vous avez des choses à nous expliquer. Je pense que le mot, il est bien là, c'est une question de modèle. Et que la RSE, c'est aujourd'hui un standard, c'est un domaine d'expertise. On a beaucoup d'experts sur la RSE, enfin, et nous, ça nous pose aussi une question, parce qu'on doit rentrer dans ces standards-là, qui ne correspondent pas toujours à notre mode de fonctionnement. On a parlé de la gouvernance coopérative dans la table ronde précédente. De fait, aujourd'hui, en matière de reporting RSE, ce qu'on demande en matière de gouvernance, ça ne colle pas du tout avec notre modèle. Et les grilles type la GRI ou autres, mettre l'accent sur des choses qui, pour nous, ne sont pas forcément importantes, voire accessoires, alors que par contre, elles ne mettent pas le focus sur ce qui pour nous est essentiel, c'est avoir notre modèle économique. Le modèle économique d'une banque coopérative, c'est de collecter l'épargne locale et de redistribuer les crédits localement. Ça n'apparaît pas dans les référentiels de reporting aujourd'hui. Donc c'est l'explication que nous, on a à faire territorialement auprès de nos clients, mais c'est une explication qu'on aura du mal à faire auprès des agences de notation extra-financière ou des investisseurs. Et par exemple, quand vous prenez, je ne vais pas citer une banque capitaliste qui délocalise une bonne partie des activités de siège au Portugal, en Espagne ou ailleurs, pour une banque comme la nôtre, ça n'est pas possible. Nos sièges sont en région, ils resteront en région. Et cet aspect-là n'est pas valorisé aujourd'hui véritablement dans le standard RSE. Pourtant, c'est quand même un point essentiel de l'engagement dans la communauté. Le côté régional, c'est vraiment là où est la différence en fait. C'est là où on agit sur le territoire, on est présent sur le territoire, on finance des infrastructures locales, on est présent dans l'écosystème, on va dire, politique, organisationnel. Donc c'est vraiment là où nous, on apporte quelque chose et c'est là où notre différence en termes de RSE, on parlait de RSE territoriale, ça c'est très important. Après, sur les collaborateurs, je pense qu'on a vraiment, nous, un focus qui est particulier. Moi, je le mentionnais tout à l'heure, dans le cadre des fusions de banques, on les accompagne, on ne les laisse pas sur le carreau. Je ne pense pas que ce soit le cas dans le secteur bancaire. Après la crise financière, il y a quand même un certain nombre d'emplois qui ont été détruits. Je n'ai pas l'impression que les groupes mutualistes ont été concernés par rapport à ça. On n'a pas beaucoup parlé. Donc moi, j'avoue que là-dessus, on a vraiment une gouvernance et une organisation qui est quand même adaptée et très tournée vers le collaborateur. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on les embarque. Ça se renouvelle beaucoup. On embauche, cette année, le groupe Banque Populaire a embauché plus de 1500 personnes. Bon, je n'ai pas beaucoup de groupes bancaires qui embauchent des personnes, du personnel aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, notre différence, elle est là, et c'est très tourné vers le territoire, et c'est là où on a un rôle à jouer très important. Aurélien, vous voulez rajouter un... C'était juste par rapport au point que vous développiez. Moi, du coup aussi, je pense, il ne faut pas comprendre mon message comme une critique de votre modèle. Pas du tout, au contraire, je pense qu'il y a une énorme originalité là-dedans. Mais par contre, vous disiez, aujourd'hui, il faut l'expliquer au niveau local. Et en fait, je pense qu'il faut aussi l'expliquer beaucoup au niveau global et au niveau institutionnel. C'est-à-dire que si vous ne menez pas aujourd'hui ce combat-là auprès de la GRI, auprès des acteurs qui pensent le secteur bancaire, ça va être très difficile. Et donc, d'après moi, il y a un enjeu très très fort en fait dans les débats qu'on a là, qui sont de les faire vivre au niveau local, mais de les alimenter aussi au niveau institutionnel en les revendiquant de manière très forte.
Alors justement, là, ça fait une transition avec le troisième temps de cette table ronde, puisqu'effectivement, donc la conclusion de ce débat, c'est de dire que la spécificité de la RSE coopérative, elle se situe au niveau des territoires, de la prise en compte des parties prenantes. Mais justement, la question, c'est comment on peut aussi être en mesure d'apporter des arguments chiffrés, mesurables, qui permettent d'évaluer la capacité à créer, hein, au niveau d'un territoire, eh bien, une valeur qui n'est pas uniquement une valeur économique, mais qui est aussi une valeur, eh bien, qui est le reflet justement de l'incarnation des valeurs du modèle coopératif. Et ça, effectivement, c'est une question qu'on rencontre beaucoup dans l'économie sociale et solidaire et qui ne va pas sans controverse, hein, parce que la question, c'est qui chiffre, qui finalement va construire les hypothèses du chiffrage, qui va communiquer finalement sur ce chiffrage-là, qui va choisir les chiffres que l'on va présenter et qui va éventuellement certifier ces méthodologies et ces processus de chiffrage. Hein, de par mon travail de recherche dans l'économie sociale et solidaire, c'est vrai qu'il y a une très grande ambiguïté dans les démarches aujourd'hui d'évaluation et de chiffrage de cette valeur sociale, alors qu'on appelle soit l'empreinte locale, je crois, à la Caisse d'épargne, soit le dividende coopératif aux banques populaires, mais qu'on appelle autrement dans d'autres contextes, parce que la question qu'on a, c'est celui qui chiffre, c'est celui qui évalue, qui décide aussi comment chiffrer, c'est celui qui décide comment communiquer. Alors ça pose une question, en plus moi je suis d'un champ de recherche de comptabilité, sur comment est-ce que l'on peut donner de la crédibilité finalement à ces démarches de chiffrage qui aujourd'hui semblent assez essentielles pour pouvoir justement animer un débat par rapport aux normalisateurs, hein, puisque aujourd'hui on le sait bien que ce qui n'est pas chiffré, eh bien, est difficilement géré. Alors qui veut commencer à répondre par cela? Est-ce qu'on donne la parole d'abord à Laurent ou à Perrine sur vos démarches d'évaluation? Alors sur l'évaluation, effectivement, nous évidemment c'est une posture qu'on a développée depuis de nombreuses années, mais on est très très loin d'une comptabilité des impacts qu'on pourrait avoir sur le territoire. Ça a démarré déjà par l'évaluation ou la mesure d'impact sur quelques actions en particulier. Je pense notamment par exemple aux actions de microcrédit. On avait fait une étude d'impact pour savoir si ça avait induit un changement parmi les personnes qui ont obtenu un microcrédit. Donc ça, c'est déjà une étude d'impact ciblée. On l'avait fait aussi sur nos actions de pédagogie financière et on fait une évaluation beaucoup plus systématique des projets qu'on soutient au titre du mécénat d'entreprise. Ce qu'on a souhaité faire l'année dernière, c'était une évaluation beaucoup plus générale, mais on n'est pas encore une fois dans une comptabilité, mais beaucoup plus dans une perception de la manière dont nos parties prenantes sur le territoire voient notre empreinte et nos impacts. C'est déjà une approche un peu qualitative de dire où est-ce qu'on est attendu, où est-ce qu'on est présent, où est-ce qu'on est perçu. Donc on a, avec 4 caisses d'épargne pilotes, parce qu'on voulait vraiment que ce soit une démarche régionale, réalisé des interviews avec un cabinet externe pour avoir cette objectivité, via à la fois des entretiens collectifs et des entretiens individuels ciblés avec des partenaires, des clients, des collaborateurs et puis les dirigeants des caisses d'épargne concernées. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a probablement un écart assez important entre la perception de nos clients particuliers, et ça rebondit complètement sur ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que nos clients particuliers voient très mal le rôle que peut avoir la Caisse d'épargne dans le financement de l'économie régionale. Il y a une espèce de césure entre notre activité en agence vis-à-vis des clients particuliers et notre activité de financement de l'économie en centre d'affaires. Voilà, on est quand même les premiers financeurs de l'économie sociale, du secteur public, du logement social. C'est assez peu perçu côté client particulier. En revanche, et donc ça c'est le deuxième point, nos partenaires et les clients plus personnes morales sur le territoire perçoivent assez bien l'impact que peut avoir la Caisse d'épargne. Et donc on a identifié un certain nombre de domaines, plus d'un point de vue qualitatif, sur lesquels on pourrait renforcer notre engagement. Néanmoins, ce qui ressort, et ça pour nous c'était important aussi en tant que fédération, et ça répond aussi à cette organisation coopérative décentralisée, c'est que on n'a pas au niveau national un ou deux enjeux majeurs sur lesquels les caisses d'épargne sont entendues. Ça dépend des territoires et ça dépend aussi voilà, de l'histoire de la caisse d'épargne, de sa culture. Et donc c'est vraiment une symbiose entre une caisse d'épargne territoriale et son territoire qui vont déterminer les domaines d'impact les plus pertinents pour agir, que ce soit en termes de produits financiers, mais aussi de politique d'engagement. Donc voilà, c'est plus une approche qualitative qu'on a eue.
Et pour conclure, je dirais que ça se différencie assez nettement, cette démarche-là, de ce qu'on peut appeler l'évaluation des politiques RSE. Alors on a des caisses d'épargne qui ont fait des évaluations ISO 26000 ou des démarches Lucie, où là on est vraiment sur, on part du référentiel standard et on regarde si on est bon, moins bon, etc. Mais on n'est pas du tout dans une logique de finalité et à quoi ça sert tout ça et quel est l'impact qu'on va créer sur le territoire. Donc nous, c'est cette approche-là qu'on souhaite développer maintenant. C'est plutôt une politique RSE, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait et quel impact ça va créer concrètement sur le territoire. Mais on n'en est qu'au début, on est encore loin d'une comptabilité avec toutes les difficultés que ça peut poser. Donc nous, on s'est lancé dans une démarche de comptabilité. Effectivement, c'est pas facile. Donc nous, on a donc ce qu'on appelle le dividende coopératif RSE. Donc c'est un outil donc qui est sur la base du déclaratif que remplissent les banques et donc elles comptabilisent les dépenses qu'elles ont sur tel ou tel sujet. Ça peut être donc on est parti de la norme ISO 26000, de la norme RSE, enfin développement durable, et on a nous on appelle 4 chapitres sur les 7 qui ont été déployés. Donc on a la gouvernance coopérative, donc ça recouvre l'animation du sociétariat ou la formation des administrateurs, donc on comptabilise les dépenses qui sont faites. La relation au consommateur, c'est donc tout ce qui concerne les produits un peu spécifiques qu'on peut avoir, les livrets territoires ou ce genre de choses, où il y a une bonification qui peut être faite par la banque et c'est ce manque à gagner qu'on mesure. L'engagement sociétal, donc c'est tout le mécénat, la fondation, les fondations régionales aussi que l'on a dans certaines banques. Et donc, on mesure aussi les dépenses que ça représente. Et tout ce qui est environnement, c'est donc lié aux bâtiments HQE, etc. Enfin, voilà, les plans de transport d'entreprise. Et donc, toutes ces dépenses que l'on mesure, ça fait un montant de 36 millions d'euros pour 2016. C'est plus de 2500 actions. Et ce sont des actions qui sont au-delà de la réglementation, qui sont au-delà d'un objectif purement commercial et qui ne sont pas dans l'activité bancaire de base des banques populaires. Donc en fait, c'est vrai que c'est énormément de travail. C'est donc sur la base du déclaratif. Donc on a fait un audit il y a 2 ans de l'outil, mais c'était plus sur le process en tant que tel que sur le process qu'on pilote nous au niveau de la fédération, mais pas ce qui se passe un peu dans les banques. Et c'est vrai qu'on essaye de le rendre concret à travers les témoignages qui sont liés à certaines actions. C'est ça qui permet de mieux comprendre en fait la philosophie qu'il y a derrière. Et donc, on a beaucoup de témoignages qui sont disponibles et on fait des vidéos. Et ça témoigne de l'engagement en fait, de nos sociétaires, de nos collaborateurs, de nos clients sur cet outil. Donc, ce plus coopératif, on appelle ça un plus coopératif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il mesure une dépense. Mais on n'arrive pas, enfin on est dans une réflexion pour savoir comment mesurer la création de valeur associée à ces dépenses. Et pour l'instant, on en est là. Donc on aimerait bien une aide académique d'ailleurs sur ce sujet. Mais on est là pour vous. Alors, clairement, là, ce qu'on peut retenir, c'est premièrement une démarche des caisses d'épargne qui est très ancrée sur le territoire et la prise en compte des actions et des effets avec les parties prenantes de ce territoire. Une démarche qualitative, basée aussi sur une analyse très précise d'actions. Et au niveau des banques populaires, vous procédez un peu de la même manière, mais vous avez mis en œuvre une logique de comptabilité quand même qui mérite d'être soulignée parce que ça n'a rien d'évident d'évaluer le surplus de valeur coopérative qui peut être créé au travers de votre activité de banque. Alors, je me tourne maintenant vers José et vers Aurélien. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces démarches d'évaluation? Est-ce que vous les trouvez avancées, originales, très différentes de ce qui se pratique ailleurs? Et éventuellement, est-ce que vous avez d'autres exemples de pratiques d'évaluation qui existeraient, qui pourraient être inspirantes pour le secteur coopératif? Je vais commencer par une toute petite question pour information. Le montant de vos dépenses en pourcentage de l'ensemble des charges, ça représente approximativement? Pourcentage de l'ensemble des charges, je ne peux pas vous dire, mais par contre, on a essayé de faire un benchmark. C'est ça qui est compliqué avec ce chiffre, c'est qu'il faut essayer de le benchmarker. Donc ça représente déjà 30% du montant des intérêts que l'on paye aux parts sociales au niveau du réseau Banque Populaire. C'est-à-dire que si on donne 100 aux sociétaires, on donne en plus 30 sur le territoire. Et après, alors ça représente 2 festivals d'Avignon, 3 dépenses de conseil régional. Enfin voilà, mais l'exercice de benchmark n'est pas évident. Oui. Merci.
En vous écoutant et en raisonnant en termes de valorisation de vos politiques, je pressens une sorte de contradiction existentielle, de conflit existentiel entre votre légitimité en tant qu'acteur engagé dans la responsabilité sociale de l'entreprise, de l'organisation, et les fondements même d'apparition de ce concept au cours des 20 dernières années. Pour faire court et simple, on a pu lier l'émergence du concept de RSE dans les entreprises au mouvement de la mondialisation. Et souvent, on a pu interpréter ces pratiques comme des éléments de substitution à la perte de régulation de type étatique, élément de compensation. Or, quand on vous écoute à travers le fondement même de vos pratiques, à savoir l'ancrage local, territorial, qui en fait va finir par se confondre avec l'ancrage national, eh bien, on sent la contradiction avec l'absence de logique de mondialisation qui ne vous contraint pas aux mêmes éléments qui contraignent la grande entreprise mondialisée. Je ne sais pas si j'ai été clair. Comment résoudre, et je n'ai pas la solution, mais comment résoudre ce qui est votre statut, votre fondement existentiel et la tendance générale de la RSE à répondre aux besoins de l'entreprise, la grande entreprise mondialisée. Aurélien ? Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Enfin, ce hiatus, en fait, et cette ligne-là qui me semble effectivement très, très forte. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous avez présenté, c'est qu'en fait, justement, vous ne partez pas sur les grilles d'évaluation classiques et vous ne tombez pas dans le piège de on va faire de l'évaluation externe, de la transparence totale, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de risques en fait à calquer des outils de mesure et des outils d'évaluation classiques dans vos organisations à vous. Et il y a aussi, enfin même vous l'avez souligné, par rapport à votre réseau qui lui-même est assez décentralisé, même avoir un système très bureaucratisé qui va mesurer la même chose partout, c'est pas évident à imaginer. Donc il y a des risques de bureaucratisation, des risques liés à la centralisation, mais je pense que le plus gros risque que vous auriez à utiliser des démarches tout à fait classiques, standards, très auditables et très comparables aussi, qui vous rendent très comparables à d'autres acteurs du secteur bancaire, ce serait un risque de perte de sens, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, vous risquez de tuer la créativité. Et pour moi, l'essentiel du travail, il est avant tout symbolique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on invente des modèles qui... et il faut se poser la question du travail symbolique avant de se poser la question du travail de mesure. Et je pense que malheureusement, beaucoup d'entreprises rentrent par l'outil de mesure et du coup passent à côté de ce travail symbolique qui est essentiel si on veut faire quelque chose d'intéressant en matière de RSE, quoi. Et un exemple là-dessus, il y a aussi, ça peut aboutir à des choses qui se mesurent mal ou peu. Si vous regardez ce que fait la Maïf sur économie collaborative, par exemple, ils se sont dit, là, il y a un espace aujourd'hui à investir qui a un lien, qui pose des questions assurantielles, qui pose des questions d'usage par rapport à nos sociétaires. Il faut qu'on investisse ce champ-là et ils ne le font pas sous un angle du reporting et de la mesure. Ils le font sous un angle de comment on essaye d'investir ce secteur-là, d'en faire quelque chose qui est réellement coopératif ou collaboratif et pas sous un registre de on va mettre en place une politique, mesurer ses effets et ses impacts, faire venir des auditeurs pour mettre tout ça au carré, quoi. Voilà. Donc, comment réagissez-vous à cet impératif de développer une comptabilité créative qui soit surtout comptabilité contre comptabilité, c'est-à-dire qu'il soit une comptabilité justement qui parte par rapport au sens que vous voulez donner justement à ce processus de chiffrage. On est bien clair que l'objectif, c'est pas la recherche de l'exactitude du chiffrage, puisque ça n'existe pas et on n'y arrivera jamais, mais on est bien sur une démarche de chiffrage qui va permettre effectivement de réfléchir, de comparer l'évolution dans le temps, de voir un petit peu quels ont été les effets des actions en regardant peut-être tous les 6 mois, tous les ans l'évolution de ce chiffrage-là.
Et moi, j'avais une question peut-être qui est peut-être encore plus fondamentale, mais comment ont été élaborées ces hypothèses de chiffrage? Est-ce que c'est un processus de co-construction? Comment vous y êtes pris d'un point de vue méthodologique? Parce que je pense que là aussi, la manière dont vous avez co-construit les hypothèses est certainement plus importante que le résultat final auquel on arrive une fois qu'on met en œuvre la méthodologie de calcul. Alors, de notre côté, nous, on est parti en fait des initiatives que faisaient toutes les banques. Donc, chaque banque, effectivement, sur son territoire avait ses propres initiatives. Et donc, on est parti de ces initiatives-là et on a commencé à essayer de les mesurer pour voir quel pouvait être l'impact en fait qui pouvait y avoir sur telle ou telle partie prenante. Et donc, nous, on est parti de cette démarche-là. Et c'est vrai que le chiffre en soi, c'est une donnée qui nous permet de mesurer l'évolution, de voir comment ça va, parce qu'on essaye de faire en sorte que les bonnes pratiques soient partagées entre les différentes banques, parce que chaque banque a son propre mode opératoire, et c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les bonnes idées d'un territoire, elle peut probablement s'appliquer sous une forme ou sous une autre sur un autre territoire. Et c'est vrai que ce qui est important pour nous, au-delà du chiffre, c'est les preuves qui sont derrière et les actions et les témoignages que l'on met en avant, qui sont vraiment l'engagement que l'on a vis-à-vis de nos parties prenantes. Donc engagements qui sont faits soit par les sociétaires, soit par les collaborateurs. Et nous, c'est vraiment cette notion de preuve qui prouve notre différence en fait, et c'est là-dessus que nous on joue en parallèle de ces données comptables qui sont un outil, hein. C'est un outil qu'on essaye de faire évoluer, qu'on fait évoluer chaque année d'ailleurs, mais c'est vraiment la notion de preuve qui est importante derrière tout cela. Oui, pour répondre aussi à vos questions, effectivement, on est en permanence tiraillé entre l'action locale, très locale sur mesure, et le fait qu'on appartient quand même à un groupe qui se refinance sur les marchés et donc qui doit éditer un reporting RSE tout à fait standard et donc additionner des choses qui, à la base, ne sont pas forcément additionnables. Enfin, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, voilà, on est quand même dans ce va-et-vient permanent entre le très local et puis le fait d'appartenir à un groupe qui a besoin de se refinancer, qui est noté d'un point de vue extra-financier, etc. Et je dirais que pour contredire un peu parfois l'image poussiéreuse que peuvent avoir les banques coopératives, ça demande une très grande agilité que d'arriver à agir très localement en s'adaptant aux besoins du territoire et en même temps à faire remonter toutes ces actions dans une espèce d'efficacité globale du groupe, alors des banques populaires, des caisses d'épargne, et qui voilà, ont un vrai impact à grande échelle. Donc il faut arriver à naviguer vraiment entre cet ancrage très local sur mesure, mais aussi plus entrepreneurial, c'est-à-dire que on a des banques qui innovent, qui développent des dispositifs tout à fait originaux, locaux, et il faut arriver à le valoriser d'un point de vue global. Je dirais que l'une des difficultés que nous on a, et c'est notre rôle de fédération, hein, c'est justement d'articuler ce national et ce local, c'est d'arriver à dupliquer les initiatives qui sont positives et arriver à embarquer tout le monde dans un mouvement, une direction à peu près cohérente. Alors ça se fait relativement naturellement, mais ça demande effectivement une animation de réseau, des échanges permanents pour que l'initiative locale, qui est tout à fait exceptionnelle à un endroit, ne reste pas qu'une initiative locale exceptionnelle à un endroit, mais puisse être appliquée sur d'autres territoires. On a eu par exemple, nous, alors je reprends l'exemple du microcrédit, mais on a dans la région de Bretagne-Pays de Loire notre dispositif local Parcours Confiance qui a commencé à travailler sur le microcrédit pour l'habitat pour des propriétaires occupants très modestes. Donc ils ont contacté des partenaires, ils ont commencé à réfléchir à une ingénierie de partenariat, se sont dit il y a un sujet, il faudrait qu'on arrive à le développer. Et ensuite, nous, on a contacté les têtes de réseau national pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire fonctionner ça à plus grande échelle. Et on l'a redupliqué sur d'autres territoires. Et donc, c'est cette capacité-là à identifier les initiatives locales, les dupliquer et les valoriser globalement qui fait qu'une banque coopérative pourra être reconnue et plus lisible sur sa politique d'engagement. Merci. Donc effectivement, on voit bien quel défi quel défi finalement vous êtes confronté en termes de RSE coopérative.